Bonjour à tous, je suis Étienne Mingui. Ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que je travaille à OVH Cloud. Quand je suis arrivé, j'ai commencé par travailler sur la partie Object Storage OpenStack Swift. Puis assez rapidement, au bout de quelques mois, je me suis concentré sur la partie Ceph. Le but de cette présentation, ça va être de vous présenter et aussi faire un tour d'expérience sur toute la partie automatisation et outillage qu'on a pu mettre en place pour pouvoir gérer notre infrastructure avec une seule personne au quotidien. Donc tout d'abord, pour vous apporter un petit peu de contexte, à OVH Cloud, donc on est une société qui propose différents produits de cloud, comme vous l'avez vu hier. On propose du web hosting, mais aussi du public cloud, du private cloud, du serveur dédié, du télécom, tout un tas de produits. On a 1 500 000 clients répartis dans le monde. On est 2200 employés. Et dans nos différents data centers, on va héberger 380 000 serveurs dédiés. Vous imaginez bien qu'on a différents besoins de stockage. Et OVH, pour nos besoins de stockage cloud sur le bloc, on va utiliser la technologie Ceph. Donc, voilà comment on utilise Ceph chez nous. Il y a une équipe au sein d'OVH qui s'occupe de toute la partie compute. Ils vont utiliser OpenStack et ils vont déployer des machines virtuelles. Ces machines virtuelles vont avoir besoin de disques additionnels, de blocs as a service. Nous, équipe Ceph, on développe un produit qu'on appelle Ceph as a service. Et avec ce produit, on vend ce qu'on appelle du cloud disk array qui va être consommé par l'équipe PCI. Ça va représenter 95% de l'utilisation se fait sur le public cloud ou le VPS, mais on va aussi avoir des besoins différents, internes, par exemple du conteneur, ou alors des besoins plus ponctuels en block storage. Et on va aussi proposer ce stockage aux clients externes. Donc n'importe qui peut commander un cluster Ceph dédié pour y déployer, par exemple, du Kubernetes, du Proxmox. Quand je suis arrivé en 2015 dans l'équipe, je suis arrivé en tant qu'Ops pour rejoindre une équipe de 4 devs. C'était vraiment le tout début de l'offre Public Cloud. On avait lancé l'offre PCI il y a à peu près un mois, mais ça faisait déjà 1 an qu'il y avait du Ceph à OVH. Et puis 2019, l'infra a beaucoup augmenté. On est passé de nos 8 clusters à nos 250 clusters. Et puis au niveau OpenStack, on avait 4 régions, maintenant on en a 10. Et puis l'équipe aussi. On est passé de nos 4 devs et notre Ops à 9 devs. Vous vous dites peut-être qu'il y a peut-être une arnaque, parce que vous êtes quand même venu au sysadmin days sur un talk qui s'appelle un sysadmin versus 250 clusters, et il y a 9 devs dans l'équipe. Mais ce qui a beaucoup changé, en réalité, c'est plutôt, on va dire, la culture au sein du projet. Quand je suis arrivé, même dans l'équipe dev, il y avait une distinction entre les personnes qui faisaient de l'infra as code, les personnes qui faisaient du dev Python, du R&D. Par exemple, quand je suis arrivé, on faisait les astreintes à 3. Et il n'était pas question que les personnes qui étaient plutôt R&D, qui ne touchaient pas trop à la prod, fassent les astreintes. Du coup, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on est 9 devs, et toutes les 9 semaines, on fait une semaine de run, on fait une semaine d'astreinte. Alors je vous ai un petit peu menti, ce n'est pas toutes les 9 semaines, toutes les 6 semaines, parce qu'il y a 3 personnes qui sont arrivées, qui sont en train de monter en compétences. Mais le but, c'est que tout le monde fasse du run, tout le monde fasse des astreintes. Le travail au quotidien, pour le sysadmin, c'est de gérer, d'avoir toute la partie monitoring. Je vais en reparler plus tard. On va aussi avoir tout le prodding, quelque chose avant on n'était pas très bon, maintenant c'est quand même pas mal amélioré. Le support, donc ça va être des supports pour des clients externes, mais on n'a pas beaucoup de tickets au final. Non, on va plutôt avoir finalement des utilisateurs, des collègues internes qui vont venir nous voir. J'ai tel besoin, j'ai une question, j'ai tel souci, bon, on va l'aider. Il va y aussi avoir toute la formation. Donc, concrètement, quand quelqu'un rejoint l'équipe Public Cloud, on va lui présenter Ceph, expliquer comment ça fonctionne, quels sont les outils internes à connaître pour pouvoir, par exemple, voir les performances d'un cluster. Si on ne le fait pas, un jour il aura un problème, puis il viendra nous voir pour demander exactement les mêmes informations, donc autant bien les accueillir. Il va aussi y avoir plutôt, on va dire, des projets, suivre toute la supply, déployer de nouvelles régions, déployer de nouveaux serveurs. Et puis, il y a toutes les surprises qu'on a. On a 20 000 conteneurs en prod, donc ça fait 20 000 potentielles bonnes surprises au quotidien qu'il faut gérer. Le fait d'avoir un seul admin, au quotidien, il y a 2 choses. Ça va permettre à tout le reste de l'équipe de se concentrer sur le dev. Et puis, en se forçant à avoir un seul sysadmin, ça force les devs à automatiser pour que l'infra soit toujours gérable par une personne.
Si demain on mettait 3 sysadmins, je suis sûr que l'infra, on baissera notre motivation pour qu'il y ait du travail pour 3. Non mais c'est vrai, je suis convaincu. Hein. Avec 8 devs, donc le dev, ça va principalement être la partie Self as a Service. C'est l'outillage qui va nous permettre de gérer toute l'automatisation de notre infra, pour gérer tous nos clusters Self. On va aussi faire de l'infra as code. On fait de la revue de code. Et on fait aussi toute la partie test. Et enfin, on va aussi s'occuper de la partie recherche et développement. L'R&D, ça va être logiciel, que ce soit Ceph en lui-même, des nouvelles versions, des solutions de cache, ou même quoi, pas d'autres solutions de stockage. On n'est pas fermé à Ceph. Ça va aussi être le matériel, des nouveaux NVMe, nouveaux CPU, et puis même si travailler avec des partenaires sur des problématiques de performance, optimisation de code bas niveau, ce genre de choses. Voilà à quoi ressemble nos hosts Ceph. Ça représente 95% et 99% de nos serveurs vont reprendre cette logique. On va toujours avoir 12 disques plateaux et un NVMe. Ce qu'on fait, c'est que notre NVMe, on va le découper en 12 parties. On va pouvoir créer ce qu'on appelle une partition flash cache. C'est techno Facebook. Le flash cache va être constitué d'un 12e de NVMe et d'un disque plateau. L'intérêt pour nous, c'est qu'on va confier la gestion du cache au niveau du kernel et on va considérer cette partition flash cache comme étant ce qu'on appelle un slot sur lequel on peut déployer n'importe quel type de logiciel. Peu importe ce qu'on déploie derrière, on va avoir du cache. Alors que si on utilisait un cache au niveau de Ceph, finalement ce cache serait spécifique au logiciel Ceph. Et ensuite, on va créer un conteneur sur lequel on va avoir une partition de données. On va rattacher ce flash cache à nos données. On a toujours du 40 Go sur nos serveurs, ce qui en fait est beaucoup trop, mais c'était plus simple d'avoir du 40 Go que du 10. Donc on a plus de 40. Comme ça, qui peut le plus peut le moins. On est large. Self as a Service. Il y a des gens qui rêveraient d'avoir 10 Go dans leur DC, souci de riche. Self as a Service. Dès le départ, en fait, on a voulu rendre nos utilisateurs le plus autonome possible. Quand on avait nos 8 clusters, le collègue pouvait venir nous voir, est-ce que tu peux me créer un utilisateur? Oh, je te le fais, bon, on t'a mis une API, je comprends, t'as un peu la flemme que tu découvres. Bon. Maintenant, quand on en a 250, on va pas dire à nos collègues, ah ben là, en fait, je pars au café, donc désolé, tu peux attendre un quart d'heure. Ou même pire, là c'est vendredi soir, en fait, tu verras lundi. Donc on va déléguer un maximum d'opérations administratives à nos utilisateurs via l'API publique d'OVH. Donc un client va pouvoir créer un cluster de lui-même. Il va aussi pouvoir gérer tous les droits qui vont avec. Donc il va pouvoir mettre des ACL réseau, des ACL utilisateurs, créer des pools. Il va même pouvoir faire grandir lui-même son cluster s'il a envie. Généralement de commande, il paye. On reçoit la tâche, hop, exécute, c'est merveilleux. Toutes ces opérations, en fait, elles vont provenir de notre Self as a Service et on va les exposer au public. On ne va pas dupliquer notre code. Forcément, nous, côté administration, on peut faire beaucoup plus de choses. Par exemple, on va pouvoir mettre à jour un cluster. On va aussi être capable de déployer une nouvelle image LXC avec une nouvelle version de Ceph. On va être capable de gérer tous nos serveurs, toutes les tâches, on en parlera un petit peu plus tard. Ainsi de suite. On doit avoir quelque chose comme 200 opérations possibles dans le script. On va aussi gérer toute la partie backup. C'est quelque chose dont on parle pas beaucoup. Enfin, on parle pas. C'est pas quelque chose qu'on vend aux clients, c'est quelque chose qu'on fait pour nous. Si demain on avait un drame, on n'a jamais perdu de données, mais si jamais demain ça arrivait, si on perdait un cluster en entier, on serait capable de restaurer un backup de nos clusters. On va backuper à peu près 500 Tera par jour dans de l'object storage. On a deux façons de faire. Soit on pousse du Ceph vers du Swift, c'est ce qu'on fait en ce moment, on n'a que ça. Soit on fait du Ceph vers du Ceph. L'avantage de faire du Ceph vers du Swift, c'est que ça coûte moins cher. Alors que quand on fait du Ceph vers du Ceph, ça coûte forcément beaucoup plus cher. Mais par contre, on va être capable de pousser des diffs. Donc mon âge du backup va être beaucoup plus récent quand je pousse sur du Ceph. Un exemple concret, ça va être, on a envie de faire une opération,
Elle n'est pas forcément critique, mais on a du stock qui traîne. Bon, on peut déployer un cluster de quelques centaines de disques, faire mon... Je fais mon... Ouais. Attendez. Je prends mon cluster, je tape une commande, je dis backup-moi ce cluster-là dans celui-ci. Bon, je reviens 2 jours après, je lance mon opération. Ça se passe bien, je supprime mon cluster, ça se passe mal. Ce qui n'arrive jamais, parce que ça ne va vraiment jamais arriver. Ça se passe mal, hop, je restart mon backup. En fait, même mieux, parce que mon backup, finalement, il est ISO, à ce que j'avais avant. Je peux juste changer mes infos côté client et ça repart, quoi. Voici, d'une manière très 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 simplifiée, à quoi ressemble notre infrastructure. Donc on a tout d'abord une API Ceph, une API OVH, c'est l'API V6, que vous connaissez peut-être. Cette API V6 va communiquer avec l'API Python, qui en fait est Ceph as a Service chez nous, CAS. Cette API Python, ça va vraiment être le cœur de toute la gestion de notre infra. On va par exemple pouvoir déclencher des opérations avec du RabbitMQ et du Celery. On va aussi pouvoir, via Puppet, s'assurer que toute notre configuration elle est bien ISO sur l'ensemble de l'infra. La base de données, c'est le cœur. Ça va stocker toutes les informations. Sauf au niveau de Puppet. Par exemple, pour décrire notre infrastructure, on a des fichiers IARA. Une IP, par exemple, de serveur de base de données, elle ne change pas. Donc on va aller à la main déclarer notre serveur de base de données. Mais 99,99% des infos vont être en base. Et on va pouvoir gérer l'ensemble de l'infra, donc soit des serveurs, des conteneurs, mais aussi des machines virtuelles dans le cloud privé, public. Notre gestion des tâches. Alors, comme je disais, on utilise RabbitMQ et Celery. Au tout début du projet, on avait un problème récurrent. Quand on faisait des tâches avec Celery qui duraient plus d'une journée, en fait, on savait qu'elles allaient finir par échouer. Quand j'étais tout seul au run, ma petite morning routine, c'était d'arriver, de regarder les tâches qui étaient plantées et puis de les relancer. Bon, déjà, le problème, c'est qu'admettons, j'arrive à 9h, cool, mes tâches, elles tournent. En fait, elles plantent à 9h30. Bon. Le lendemain matin, 9h, en fait, ça fait une journée que ma tâche, elle attend, quoi. Donc, c'est pas génial. On a donc développé un outil qui s'appelle Celery Dirigent. Je vous invite à aller voir si vous êtes curieux. Dirigent qui veut dire chef d'orchestre en polonais. Ça va vous permettre de gérer des workflows complexes. Oui, j'ai plein de polonais dans l'équipe. Ça va gérer des workflows complexes et surtout fiables. Aujourd'hui, quand on lance un workflow de type mise à jour de cluster, sur un workflow qui peut durer par exemple 2 semaines, on sait qu'il va aller au bout. Ou en tout cas, s'il ne va pas au bout, c'est qu'il y a une erreur dans le code et que ce sera notre faute. Donc c'est pas du tout la même chose. On a du monitoring, ce qu'au début on n'avait pas, ça peut surprendre. C'est vrai que je disais, je vérifie à la main ce qui passait ou ce qui passait pas. Donc bien sûr, quand on vérifie à la main, niveau fiabilité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On a une interface web. Pareil, au début on n'avait pas, on a eu une interface en ligne de commande qui nous retournait que les 1000 dernières tâches, ce qui pouvait être un petit peu problématique parfois. On est aussi capable de gérer des tâches planifiées. Ça peut paraître bête, mais on a eu un moment un problème au niveau des NVMe. On a voulu commencer à remplacer de manière préventive tous les NVMe qui nous servent de cache et qui avaient une utilisation théorique de durée de vie qui rapprochait des 0%. Donc au début, on fait notre script. Bon, c'était presque automatisé, c'est-à-dire qu'on se connectait sur le serveur à 2h du matin, on exécutait le script, puis on attendait. Voilà, le script il tourne, c'est cool, il fait sa petite opération. Le host s'éteint. Là, c'était plusieurs à le faire. On allait créer une intervention dans le data center pour demander à la personne dans le data center de remplacer le disque. Ça redémarrait. Celery reprenait le relais, puis pareil, on attendait. Bon, ça marche, c'est cool. Puis on a quand même optimisé le script. Après, on se connectait, on regardait tourner. Bon, évidemment, quand même, c'est cool. On fait quand même pas grand-chose, on pourrait se faire mieux. Alors, effectivement, on faisait mieux. Maintenant, ce qu'on peut faire, typiquement, on va détecter en journée qu'un disque atteint les 93% de mémoire d'utilisation théorique. Bon, on va déclencher une opération pour le soir, par exemple à 4h du matin. Si jamais ça se passe mal, la personne d'astreinte sera réveillée. Mais on en remplace, je pense, 3-4 par semaine depuis plus de 6 mois. C'est vraiment, ça marche nickel. On a aussi une partie self-healing. L'idée, en fait, est plutôt simple, c'est au niveau des événements, ce qu'on fait, c'est qu'on va déclencher sur nos sondes de monitoring. On va contacter une API REST sur laquelle on va envoyer un nom d'événement et c'est variable.
Du côté de l'API, je vais intercepter cet événement, et à chaque événement, j'ai une opération qui est une opération de réparation qui est associée, sur laquelle j'applique mes variables qui m'ont été transmises. Bon, je prends un exemple que je prendrai plus tard, mais quand on détecte un disque défectueux, on va le remplacer, dans certains cas, de manière automatique. Quelque chose que j'oublie aussi au niveau de l'interface web, quelque chose de tout bête, c'est que quelque chose qui arrivait souvent auparavant quand on n'avait pas cette interface, c'est un commercial qui vient nous voir ou des collègues c'est bah tiens, j'ai mon client ou nous on a fait telle opération, où est-ce que ça en est? Puis ils nous relançaient peut-être 3-4 fois par jour. Où est-ce que ça avance toujours? Tu peux vérifier, est-ce que tu es sûr? Voilà, on leur passe le lien, puis en fait, tout le monde peut lire dans la boîte. Ils peuvent voir en temps réel où ça en est. Effectivement, la dernière opération a été exécutée il y a 5 minutes, ça tombe bien. Comme ça, on est beaucoup moins dérangé. Oui, quelque chose que j'ai oublié de dire. Au niveau du self-healing, on est capable en fait de déclencher n'importe quelle opération. Donc, ce qui va souvent arriver, c'est qu'on a des bouts de code qu'on va pouvoir réutiliser dans d'autres contextes. On va toujours privilégier quelque chose de plus modulaire possible, de plus simple. On ne va pas faire une tâche complexe. On va plutôt la découper en plein de petites tâches. Déjà, comme ça, si elle échoue, on relance que le petit bout qui nous embête. Et puis, il sera beaucoup plus simple de réutiliser une petite tâche qu'un bloc en entier. Souvent, finalement, on se retrouve presque à jouer avec des Lego, à reprendre l'existant, puis on crée les 2-3 tâches intermédiaires qui manquaient, puis on arrive à notre automatisation qui nous intéressait. Voilà un exemple de tâche. Donc là, ça va être le remplacement d'un disque. Il faut savoir que quand un disque est défectueux, il y a deux possibilités. Soit effectivement, il est vraiment complètement HS, et il ne répond plus aux I/O, il n'y a plus rien à faire à part le remplacer. Soit un cas un peu plus rare, il va quand même pouvoir répondre aux I/O. En gros, SmartCTL va vous dire c'est pas génial, mais ça marche. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va déclencher une opération. Donc, quand je dis nous, soit c'est une personne de l'équipe, soit le robot. On va déclencher une opération pour évacuer ce disque. Première chose, on va s'assurer qu'effectuer cette opération, ça ne va pas mettre en péril l'infrastructure. Si jamais ça a accepté, on va baisser le poids de notre disque. Le poids, ça représente la quantité de données qui est supposée être stockée sur mon disque. En baissant ce poids, je me retrouve en fait avec des données qui ne devraient plus être là. Donc mon état de santé de cluster va évoluer. Il va apparaître en health warning. Et si on regarde, on va nous dire j'ai des données qui sont à cet endroit-là, qu'elles ne devraient pas être là. Une fois que mon cluster a déplacé mes données, le cluster va changer de statut. Il va passer en cluster health OK. On passe à l'étape suivante, on vérifie le poids. Est-ce que mon poids est égal à 0? Non, ça vient juste de le changer. On utilise des poids de disque de 2 Tera. Normalement, ils ont un poids de 1,7. On baisse d'un dixième à chaque fois, donc on va faire 17 étapes. Ainsi de suite, comment je continue, puis j'arrive là. Mon poids, effectivement, est bien égal à 0. C'est merveilleux. Je peux terminer l'évacuation de mon disque. Au départ, niveau de l'évacuation de disque, c'était assez minimaliste. Il fallait qu'on crée l'intervention en data center. Il fallait qu'on passe Puppet à la main sur les monitoring, parce que sinon c'était pas tout à fait à jour. Ou plutôt, Puppet allait finir par passer, mais pendant une demi-heure, on allait avoir des sondes qui remontaient sur des compteurs qui n'existaient plus. Donc pendant une demi-heure, ils nous harcelaient, donc c'était un peu embêtant. Aujourd'hui, ce qu'on fait, de manière automatisée, ça va être allumer une LED sur le disque. Ça, la personne dans le data center n'a plus qu'à changer le bon disque. On va créer l'intervention. On va supprimer le flash cache, supprimer le conteneur, ainsi de suite. On a à peu près un tiers de nos disques qui sont remplacés de cette façon-là. Puis on ne se rend même pas compte que le disque a été remplacé. Quelque chose qui nous manque, ça va être quand on évacue un disque, on n'est pas encore capable de le réajouter automatiquement après coup. Ce qui se passe quand la personne dans data center change de disque, Puppet passe automatiquement toutes les demi-heures. Donc là, il détecte, tiens, j'ai un disque qui n'est pas en base, mais que j'ai en local. Donc il le pousse, il arrive dans la base. Mais on pourrait très bien réfléchir à un système pour réajouter automatiquement les disques qui ont été évacués. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Finalement, ce qui se passe, c'est qu'on voit un cluster, tiens, il manque 3-4 disques qui traînent. Bon, je tape une commande, ajoute-moi mes 3 disques, on bouche les trous. Puis c'est parti, il fait ça tout seul. Mais on sait que ça fait partie des choses qu'il faudrait qu'on améliore. Alors, toute la partie continuous delivery, tout ce qui est test et prodding,
Au tout départ, on était vraiment très mauvais élèves. On avait un fichier qui contenait tous les types de tests, des tests unitaires, tests de composants, tests d'intégration, on faisait tout. C'était lancé à la main, après avoir été prodé à la main sur la pré-prod. On prodait une fois par semaine ou deux, vraiment grand max. C'était vraiment assez laborieux. Et puis, depuis à peu près 2 ans, on utilise un outil développé par OVH qui s'appelle CDS. Je vous invite à aller voir. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque pull request, on va exécuter 2 choses. On va d'abord vérifier la syntaxe avec les lints. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un hook sur Git. Normalement, on ne peut pas tricher. Mais il y a des gens qui font des git commit push no verify. Ils tentent. Puis il y a la police du test qui les arrête. Bien tenté. On va aussi vérifier tout ce qui va être test unitaire. Puis au moment de proder, donc on prod tous les matins. En gros, on arrive au bureau, on se connecte à l'infra, on change le statut de nos Jira qui vont être prodés. On clique sur le bouton démarrer et puis on attend. D'une manière complètement automatisée, CDS va créer les pull requests nécessaires entre les différentes branches. Il va les merge. On va avoir une étape qui est, c'est une étape qui est très rare. C'est les opérations manuelles, quelque chose qu'on va vraiment éviter de faire pour 2 raisons. Donc déjà, on a tous nos infra de dev. Donc quand on fait une opération manuelle, ça veut dire que derrière, tout le monde doit aller réeffectuer ces opérations manuelles sur les infra de dev. Mais vous pouvez être sûr qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui va dire tiens, ma branche master marche plus. Ouais, en fait, c'est normal parce que tu as oublié l'opération manuelle d'il y a 3 jours. Ah ok, merci, c'est cool. Et puis on a aussi une infra aux US qui est gérée par une équipe américaine. Eux prodent toutes les semaines. Sauf que cette équipe ne fait pas que du CEF, ils font aussi du NetApp et du ZFS. Donc si on peut leur simplifier la tâche et qu'ils aient juste une manière très simple de proder, on essaye de les aider au maximum. Puppet va passer, il y a un script qui va se déclencher pour proder le nouveau code. Donc là, ça va dépendre. Si on déploie un nouveau binaire au niveau de sa fameuse service, on va le packager, on va le pousser dans les dépôts, puis Puppet va les mettre à jour. Ou alors simplement, ça va consister à mettre à jour nos branches sur nos Puppet Master, et on passe tous nos tests. À l'heure actuelle, on a quand même un souci avec les tests, c'est qu'ils passent jamais du premier coup. Donc, en gros, ils passent, on lance, ils échouent. Il y a toujours 2-3 classes de tests qui échouent. On regarde lesquelles, on relance. Tiens, ça passe toujours au 2e coup, et ça passe. Donc c'est embêtant parce que même si on prend 5 minutes par jour, bah, c'est quand même 5 minutes qu'on perd tous les jours. Ça fait partie des choses qu'il faut qu'on améliore nos tests un peu plus fiables. Et aussi, ça me permettrait de proder plusieurs fois par jour, simplement. Mais aujourd'hui, nos tests d'intégration durent 3 heures. On a plusieurs milliers de tests qui tournent. On peut même aller jusqu'à tester, par exemple, la réinstallation complète d'un serveur, ce qui prend du temps. Même rien que faire redémarrer un serveur physique CEF, ça prend au moins 5 minutes. Enfin, c'est vraiment beaucoup de temps. Donc il faudrait qu'on trouve des solutions pour ça. La partie infra as code, donc Puppet est en beaucoup plus grand, parce qu'historiquement, on fait que du Puppet. On a 99% de l'infra qui est en Puppet. La manière dont arriver Terraform et Ansible est assez particulière. Comme je vous le disais, en fait, il y a certaines infos qui sont dans les IRA à la main, typiquement un serveur de base de données, quelque chose qui ne change pas. Toute cette partie-là va être sur des infrastructures VMware. Donc, ce qu'on faisait auparavant, quand on nous demandait d'aller déployer un nouveau serveur dans l'infra, déjà on soufflait, parce qu'on n'avait pas trop envie. Il fallait qu'on se connecte à l'interface VMware. Déjà, il fallait cliquer. C'était en flash. Enfin, on n'avait vraiment pas envie, quoi. Ça prenait au moins, franchement, 2 heures de lancer un serveur, pardon. Ensuite, on se connectait. Dessus, on avait un super script en bash qu'il fallait qu'on édite à la main à chaque fois, parce que l'IP du Puppet Master pouvait changer, l'IP du host n'était plus la même, enfin tout un tas de choses. C'était un peu du bricolage. Maintenant, ce qu'on fait, c'est toute la partie VM. Ah, j'oublie aussi. Il y a quelques mois, on a décidé, pour des questions de réduction de domaine de panne, on a complètement changé notre infrastructure. Avant, on avait une base de données pour tout. Maintenant, on a fait 3 infras différentes. Par exemple, pour la base de données, on a maintenant 9 serveurs Galera. Puis un jour, un collègue qui dit tiens, c'est marrant, on a 9 serveurs et on doit avoir 3 tailles de RAM différentes affectées, quoi. Du coup, on n'a vraiment aucune consistance. Tout le monde faisait des trucs dans son coin. Il y a rien n'était versionné. C'était vraiment du gros bricolage, quoi. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est tiens, on va faire du Terraform parce que je suis allé en conf, je suis allé au sysadmin days. Il paraît que c'est génial, Terraform. Donc, on va faire du Terraform.
Aujourd'hui, on peut déployer beaucoup plus facilement une machine. On fait même des code reviews sur le Terraform. Et puis tout notre script en bash, maintenant c'est Ansible qui va le déployer de manière complètement automatique. Donc là où vraiment avant c'était franchement la douleur d'aller déployer une nouvelle machine dans le PC, dans le VMware, pardon. Aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus cool. On passe finalement plus de temps à se faire vérifier sa PR par quelqu'un qui est un peu à l'aise, parce que c'est quand même assez nouveau chez nous, que attendre le déploiement. Quand on commence en 2014, c'est génial parce qu'on a une seule taille de disque, on a un seul modèle de CPU, on a une seule carte mère, tous les hosts ont autant de RAM. Enfin, vraiment, c'est génial, tout est facile, quoi. Et puis, 4 ans plus tard, voilà, en fait, c'est le drame parce qu'aujourd'hui, on a 12 profils hardware différents en production. On change de vendeur de NVMe. Les disques durs, à la taille du disque, en fait, on va associer un poids. On a des disques qui ont différentes tailles. À un moment, par exemple, on vous a dit, ça vous dérangerait de prendre des disques 4 Tera au lieu de 2 ? Bah non. Puis on nous les donne, et là, on se rend compte que ça le fait pas du tout, en fait. Au niveau de notre code, on se trouve avec des clusters complètement qui ont plus du tout la même logique. Enfin, ça va pas du tout, quoi. Donc, maintenant, ce qu'on va préférer faire, toujours arrêter avant ce qu'on faisait à la main, c'est qu'on essayait toujours d'avoir un type de matériel pour un cluster. Imaginez qu'on vous propose un nouveau modèle de CPU. Donc on vous dit, regarde, Intel nous a sorti une nouvelle version de ton CPU habituel, plus de performance, mais c'est le même prix. Bon bah ok, cool, on va pouvoir les proposer aux clients. Nous aurons plus de perf, c'est génial. Je me fais livrer mon serveur, je le rajoute dans mon cluster, je vais pas avoir de meilleure performance. En fait, de par le fonctionnement de Ceph, les performances du cluster, ça va être les performances de mon disque le plus lent. Donc finalement, mon super CPU, je l'ai un peu gâché, quoi. Ou même pire, imaginons qu'on nous dise, tiens, j'ai ce NVMe qui traîne en DC, tu veux que je te le remplace ? Ouais, pas de souci, vas-y. Il vous met un vieux NVMe de l'enfer, il vous ralentit tout votre cluster, quoi. Donc, de base, en fait, quand on crée un cluster, ou si on fait grossir un cluster, l'algorithme va vous forcer à conserver un type de matériel au sein de votre cluster. On peut forcer, mais on n'a jamais eu à le faire. Autre problème, ça nous est arrivé une fois, on jouait avec on testait nos NVMe, et puis tiens, on a un NVMe, on perd de la donnée. Super, ça c'est... C'est-à-dire, quand on travaille dans le stockage, perdre la donnée, c'est le pire. On n'a jamais perdu de données, là on avait des réplicas, donc il n'y a pas eu de souci, mais ça nous inquiète. On discute avec le constructeur, puis oui, non, ce firmware, il y a un bug. Ah ok, bon, on va mettre à jour. Puis tiens, on regarde quels sont les firmwares qu'on a en prod. On se rend compte qu'on n'a pas du tout les mêmes versions partout de firmware, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer d'avoir quelque chose de plus homogène. En data center, quand ils vont nous livrer un serveur, quelque chose qu'on fait avant de livrer les clients, c'est qu'on s'assure que ce qu'on vous vend, c'est bien ce qui est sur le serveur. Si vous avez pris 128 Go de RAM, en fait, on va faire un bench, s'assurer qu'il y ait bien la RAM attendue. De la même manière, il y a une étape qui a été rajoutée par l'équipe de supply. Quand on se fait livrer nos serveurs, ils vont automatiquement aller mettre à jour les firmware de tous nos NVMe pour être sûr qu'on ait bien la bonne version. Puis autre problème, on nous a dit au niveau des NVMe, en fait, ton NVMe, maintenant, il le fabrique même plus, quoi. On passe par des brokers pour les trouver, il est impossible à racheter, c'est l'enfer, tu veux pas changer de fabricant ? Oui, pas de souci. On nous les donne, on teste. Tous nos outils de monitoring ne fonctionnent plus, parce qu'en fait, on utilisait les outils des constructeurs. Pour, par exemple, regarder les valeurs, l'équivalent SmartCTL. Donc, plutôt que d'utiliser des outils qui vont être spécifiques aux constructeurs, on va plutôt privilégier maintenant des outils génériques, type NVMe CLI. Je crois que les constructeurs sont dans la salle. Non. Non, c'est bon, ils sont repartis. Donc on va plutôt être privilégier les outils génériques pour éviter ce genre de soucis à l'avenir. Donc maintenant, même si s'il n'y a pas besoin que ça arrive, on va quand même plutôt essayer de faire en sorte d'utiliser une surcouche. Par exemple, même au niveau de Ceph, quelque chose qui va arriver assez régulièrement. Il y a 4 ans, on avait une version en prod. Bon, maintenant c'est toujours le cas, mais par exemple, il y a encore quelques mois avant qu'on fasse toutes nos mises à jour, on avait plusieurs versions en prod. Quand on fait du monitoring, on va exécuter des commandes Ceph, analyser la sortie de JSON, puis ensuite en déduire une sonde. Sauf que, entre deux versions mineures de Ceph, il arrive que le JSON soit complètement changé et que nos sondes passent plus tout.
Donc là, par exemple, on peut être tenté, c'est en réflexion, de créer une surcouche à tout ce qui est requêtage d'API Ceph pour avoir une sortie uniforme et qu'on n'ait plus juste uniquement adapté cette petite intermédiaire aux nouvelles versions de Ceph pour gagner en simplicité. Au niveau du monitoring, il y a encore 1 an et demi, on avait le triste record d'être la pire astreinte d'OVH en termes de nombre d'interventions. En fait, je dirais, à cette époque, notre logique, c'était faut mieux être alerté sur trop que pas assez. J'entends les gens faire « Oh !» C'est pour vous qu'on le fait, hein. C'est pour que ça marche, parce qu'on vous aime, quoi. Oubliez pas ça, quoi. C'est la qualité de service avant tout, quoi. Finalement, on alertait bien sûr sur l'état d'un cluster, hein, mais on alertait sur tout ce qui pouvait, et si jamais ça dégénérait, il faut quand même qu'on soit au courant. Toute anomalie mérite d'être remontée. Donc ça, en théorie, c'est bien. Dans les faits, quand on avait moins de 5 alarmes par nuit, c'était une nuit qui était calme, quoi. C'était vraiment, c'était pas gérable. Ouais, non, c'était vraiment l'enfer. Et puis aussi, la manière dont on les gérait était vraiment pas très pratique. Haute morning routine, quand j'arrivais le matin, après avoir lancé toutes mes tâches, c'était à 9h30. Comme ça, j'arrivais à 9h. Entre 9h et 9h30, je lançais les tâches. 9h30, j'avais tous les downtime qui expiraient. Parce que j'avais des opérations en cours sur mes clusters. Donc, je faisais le tri entre ce qui était cassé vraiment et ce qui, en fait, était cassé mais normal parce qu'il y avait une opération en cours. Donc, sans vous dire, après, tu arrives, il est 10h, tu vas au café, 10h30, tu n'as pas encore commencé à bosser, quoi. Pas faire ça, c'est pourri. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va de manière automatique mettre des downtime régulièrement au sein de nos tâches. Chaque étape va être associée à un downtime. Ce qui fait maintenant, on n'a plus du tout ce problème. Ce qui remonte dans le monitoring est effectivement KO. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font du Nagios actuellement, ou un Nagios-like, on va dire. Je pense qu'on a le même souci. Un des problèmes au niveau, quand on reprend la logique Nagios, c'est que les services, ils n'ont que 3 statuts. Soit ils sont OK, warning ou critique. Mais parfois, tu en as bien à avoir un peu plus de quelque chose d'un peu plus fin. Donc, si j'explique ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on préférait avoir trop que pas assez. Donc, par exemple, notre monitoring la journée, c'était le même que la nuit. Donc ça, c'était génial parce que quand tu arrivais à minuit 1, tu allais voir, le certificat expire dans 90 jours. Franchement, excellent. C'est vraiment plaisir d'avoir ça à minuit parce que les certificats expirent à minuit, donc c'est super. Et puis à l'époque, on n'utilisait pas du tout OpsGenie. Donc on ne pouvait pas juste acknowledge et aller se recoucher. Il fallait qu'on sorte le laptop, se connecter au VPN, on mettait un downtime. Je crois que c'est même qui mettait 80 jours de downtime. Parce que 10 jours, ça suffit, on est large. Non, mais c'est vrai, j'ai des collègues qui faisaient ça. Ils voulaient dormir les nuits suivantes. Vraiment, c'était pas ouf, quoi. Donc actuellement, on gère, on gère 143 000 services de monitorés avec 25 000 hosts. Alors on a quand même 20 000 conteneurs à peu près. On utilise Asinga. Mais au tout début, on utilisait Shinken. Quand j'ai commencé à travailler au VH Cloud, je travaillais sur OpenStack Swift et eux, ils avaient un Shinken qu'ils arrivaient à faire scale super bien. Ils avaient vraiment plein de services, plein d'hosts, beaucoup plus que nous. Ça répondait nickel. Et nous, à côté de ça, franchement, c'était la galère, quoi. Donc on a essayé d'optimiser, on n'y arrivait pas. Et ça a un peu fini par nous agacer, on est passé sur Isinga. Ce qu'auparavant, on vérifiait en 5 minutes, maintenant on le vérifie en une dizaine de secondes. Le problème surtout avec Shinken, c'est que quand on avait une sonde qui arrivait dans le monitoring, alors quand une sonde arrivait sur un host, déjà il fallait attendre que le test y passe. Donc on a des sondes les sondes critiques toutes les minutes, les moins critiques toutes les 5 minutes. Donc déjà, si vous n'avez pas de bol, attendre 4 minutes 30 avant que votre alarme remonte. Ensuite, Isinga, il mettait plusieurs minutes à tourner. Donc là encore, c'était encore plusieurs minutes d'attente. Au final, on se retrouvait assez vite à être alerté 5-6 minutes après le réel incident, ce qui est vraiment beaucoup trop, quoi. Aujourd'hui, avec Isinga, on vérifie toutes les 30 secondes l'ensemble des 143 000 services. Quand on avait nos problèmes de mise à l'échelle, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un système d'agrégation pour plusieurs raisons. Déjà, Ceph, ça fonctionne toujours par 3 réplicas. Donc, par exemple, il y a un composant qu'on appelle les monitors. On a toujours 3 monitors, parfois on a même 5. Et donc, quand on avait, par exemple, des données, imaginons, on a un disque qui crache, on l'évacue. Du coup, j'ai des données qui existent plus que 2 fois au lieu de 3. Donc là, ça vous dit,
Ah, c'est pas normal, j'ai des données qui existent que 2 fois, je t'alerte. Sauf que quand on a 5 monitors, bah, vous recevez 5 fois l'alarme. Génial. Donc, pour éviter ça, on va agréger certains services. Typiquement, dans ce genre de cas, on va remonter une seule alarme. Mais c'était aussi pour des problématiques de performance. Quand on avait tous nos services, en fait, en réalité, on a beaucoup plus que 143 000 services à monitorer. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on va agréger certaines sondes au sein d'une seule vérification. Nous, on utilise notre monitoring d'une manière, c'est, on dit actif, c'est le monitoring qui va se connecter sur notre host, effectuer une opération et vérifier l'état de santé. Bon, il fait juste un netcat, hein, c'est pas violent. Mais du coup, pour simplifier les choses, pour alléger la charge, ce qu'on avait décidé de faire, c'était d'agréger certains hosts, certains services. Tiens, j'ai une alarme. Tiens, ça arrive, tiens, je la donne time. C'est pas une alarme qui est très grave. Et ce qui nous arrivait, c'est arrivé quelques fois, ce qu'on a vite changé, c'était tiens, j'ai une alarme super critique. Ouais, mais je suis downtime. Et là, tu n'étais pas au courant qu'en fait, ton infra était en train de se casser la gueule, quoi. Donc, pour éviter ça, maintenant, on va uniquement agréger les sondes non critiques. Ça peut sembler bête, mais c'est pratique. Aujourd'hui, notre infra, elle tourne sur 6 masters. Non, elle tourne, t'as raison. Elle ne tombe jamais. Elle tourne sur 6 masters, 12 satellites. Même avant qu'on ait fait cette opération de séparer l'infrastructure, en fait, on avait 2 masters et 15 satellites, et ça tournait nickel. Les métriques. On avait notre propre Graphite à l'époque. Alors Graphite, c'était cool. On le gérait nous-mêmes. On aime bien gérer les outils nous-mêmes. Mais par contre, c'était pas très pratique au quotidien. En fait, notre Graphite, c'était 3 serveurs qui chacun avait 3 SSD. Et le problème de Graphite, c'est qu'en fait, il vous fait de mémoire un fichier par time series. Et en gros, les SSD, ils se faisaient vraiment détruire. Je pense que j'en changeais 2 par mois, que j'étais le seul à les changer en plus, donc c'était un peu agaçant. Et puis on a aussi déjà perdu des données sur notre Graphite. On s'est dit, il y a un service qui se lance en interne qui s'appelle Matrix Data Platform. Donc il y a des professionnels du Matrix, mais autant leur confier. L'avantage aussi pour nous, c'est que on est capable de faire plus de choses. Hier, on a parlé rapidement de Warp 10 et de Warp Script. Maintenant, on utilise Warp 10 ou Warp Script et on est capable de faire des fonctionnalités plus avancées que juste de la simple consultation comme on faisait. On va stocker tout ce qui va être des métriques rattachées au cluster. Donc typiquement l'utilisation, la latence côté serveur, puis aussi tout ce qui va être matériel. Donc là, c'est l'utilisation de CPU, enfin, au niveau de l'OS, ce qui va être l'utilisation de CPU, la mémoire, tout ce qui va être gestion du cache aussi. On aime bien vérifier si le cache fonctionne bien, sinon on peut modifier la conf pour essayer d'optimiser la gestion du cache. Mais aussi des infos un peu plus haut niveau. Donc, par exemple, on va calculer les KPI de chaque cluster. Et aussi notre utilisation au niveau d'une région OpenStack. Quand on a par exemple la région GRA5, on n'a pas un seul cluster safe. On va peut-être avoir, je sais pas, une trentaine de clusters safe. On va pouvoir mettre du monitoring et on va aller s'assurer qu'il y ait toujours au moins 2 clusters. On est capable de créer des nouveaux disques qui aient moins de 50% d'utilisation dans les, par exemple, une semaine à venir. C'est quelque chose qu'on est capable de faire aujourd'hui avec Matrix. On a 13 millions de séries et on pousse 13 milliards de points. Alors, je ne savais pas du tout en fait qu'on en avait autant. Avant de préparer les slides, ça m'a un peu surpris. Donc, je ne sais pas dire si on est très malin, parce que finalement, on n'a jamais manqué de Matrix, ou est-ce qu'on est trop bête et qu'on paye beaucoup trop cher un service qu'on n'utilise pas. Je pense qu'on est un petit peu entre les deux. Si demain, on avait des problèmes de scalabilité, je pense qu'il y a des choses pour optimiser. Je sais que, par exemple, il y a des métriques qu'on duplique, parce qu'on a plusieurs composants qui remontent exactement les mêmes métriques. Il y a des choses à améliorer là-dessus. Et enfin, une petite nouveauté depuis quelques mois, on va monitorer les performances d'un point de vue client. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va proder un cluster safe, on va automatiquement aller créer une instance dans le public cloud, créer un disque Cinder, qui est le composant pour créer des volumes, des disques questionnels. On va aller rattacher tout ça, on va déployer FIO, pousser les métriques. Quelque chose qui arrivait assez souvent auparavant, c'était quelqu'un de nous dire en ce moment, les perfs, pas génial. On regardait le graphe, nickel. Il nous montre les infos techniques, ouais, effectivement, il y a un souci. Donc on n'était pas toujours capable d'effectivement de vérifier ce qu'on nous remontait. Mais on a aussi parfois l'inverse. On regardait les graphes, on disait tiens là c'est bizarre, il s'est passé un truc. On demandait au client en interne, non nickel. Ah, bon, okay. Donc là au moins on n'a plus du tout ce doute de se demander tiens je vois ça sur mes graphes, quel impact j'ai réellement pour les clients. Même si c'est assez difficile en réalité de
vérifier les performances. Que chaque client a des I/O différents. Il y a des I/O qui vont très bien passer, d'autres pas du tout. C'est vraiment très perplexe, très compliqué à monitorer. La gestion des logs. La gestion des logs, je pense qu'au départ, on faisait un peu comme tout le monde. Donc, on faisait des greps. C'était vraiment c'était génial. On faisait des cloches, donc des SSH distribués pour faire des greps sur tous nos logs. Donc, il ne fallait pas demander des infos sur une tâche qui avait plus de 7 jours, on va dire, parce que là, on n'avait plus les logs. Bon. On pouvait faire des Z-greps, mais bon. On va pousser tous les logs niveau OS, au niveau de Ceph en lui-même, et aussi toutes les applications qu'on développe. Donc, que ce soit la partie Ceph as a service, mais aussi toutes les tâches. À chaque fois, on va associer un identifiant unique aux étapes ou aux tâches. Quand une tâche commence sur un worker, on n'est pas certain que ce soit le même worker qui finisse. Donc, avec cet ID unique, en fait, ce qu'on fait dans notre interface web, on a toutes nos étapes, nos ID, on clique, ça nous ouvre les logs, et on voit tout de suite ce qui rate. On voit tout de suite les logs. En fait, on s'en sert surtout pour les étapes qui échouent. Là où auparavant, quand on avait ce genre de problème, on passait facilement 20 minutes à trouver le log. Maintenant, en 5 secondes, c'est fait. C'est vraiment super pratique au quotidien. On va aussi monitorer, aussi remonter des logs de l'API. Quelque chose qui peut arriver, c'est assez rare, mais ça va être quelqu'un, il va nous remonter. J'ai demandé dans mon manager une mise à jour d'un cluster. J'ai demandé une croissance d'un cluster, puis ça n'a jamais été fait. En fait, si on n'a pas ces logs, on n'est pas capable de dire si on a bien su ou non la tâche de la partie facturation. Donc on pousse à peu près 15 000 logs par seconde. On utilise Filebit et on utilise Greylog pour consulter. Et ça marche vraiment super bien. Pour conclure, je clique pas au moment. Donc pour conclure, on a un mode de fonctionnement, je pense, qui est assez spécial. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très courant. C'est, je dirais pas courant en VH, mais d'autres équipes ont ce mode de fonctionnement où les équipes gèrent du run, du dev en passant par la R&D. Personnellement, je ne reviendrai jamais en arrière. On n'a jamais eu une infra aussi stable. Notre monitoring, il n'a jamais été aussi calme. On a, par exemple, quelque chose qu'on avait souvent, c'était les faux positifs. En fait, maintenant, tout le monde fait du monitoring la journée. Ça, c'est quelque chose que les gens ont tout de suite envie d'améliorer. Quand on met les devs à faire des astreintes et du run, en fait, tout de suite, ils sont très motivés pour corriger leurs erreurs. On fait plus du tout d'intervention HNO. Typiquement, c'était le genre de choses où on n'avait pas d'automatisation. On en faisait peut-être une dizaine, on était 2-3, c'est partagé, on faisait peut-être une dizaine par an. Ça fait des mois qu'on n'a pas fait une intervention HNO. On a quand même pas mal de choses à améliorer. Je disais par exemple toute la partie test. Aujourd'hui, nos tests sont pas assez fiables. On perd un petit peu de temps chaque jour. On n'est pas capable encore de faire du continuous delivery. On a quand même toujours un peu trop d'alarmes en astreinte. On n'est plus sur le wall of shame des astreintes au boulot, mais une alarme, de toute façon, c'est toujours une alarme de trop. Enfin, ça arrive encore qu'on ait par exemple des faux positifs. Voilà, c'est agaçant, quoi. Donc ça, il faudra partir, il faut vraiment qu'on améliore. Puis pour finir, quand même, une petite inquiétude, ça va être plutôt, je dirais, dans la capacité qu'on va avoir à intégrer de nouvelles personnes. Puisque aujourd'hui, finalement, quand on cherche quelqu'un, on va chercher un dev ou un ops qui a envie de faire du dev ou de l'ops, qui parle anglais, c'est pas simple. Quand on dit, donc, on a des devs dans l'équipe, ils n'ont jamais fait d'astreinte de leur vie, même de run, et quand on leur dit, bah écoute, maintenant tu vas gérer l'astreinte, t'inquiète pas, il y a 150 000 services, 25 000 serveurs, ça va bien se passer, chaque alarme, c'est des milliers de clients impactés, et dans le doute reboot, hein. En fait, il ne parle pas français de toute façon. Non, c'est dur en fait d'accompagner des gens, de leur demander de faire des astreintes, donc ça fait partie peut-être des inquiétudes, de la manière dont on gère aujourd'hui, faire une semaine de run toutes les 9 semaines pour monter en compétence sur le run, je suis pas sûr que ce soit suffisant. Il va falloir là, on a des personnes qui sont arrivées il y a 2 semaines. On va les accompagner, puis je suis très curieux de voir comment ça va se passer. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes et il n'y a rien de secret. Il ne faut surtout pas hésiter. Tu disais qu'il n'y avait rien de secret. Ouais, non, franchement, il n'y a rien de secret dans ce qu'on fait. Vous avez combien de tailles dans Ceph en ce moment? Combien la taille totale de vos volumes dans Ceph sur les 250 clusters? Ça fait 60 pétas de capacité. En utile, on doit être à une quinzaine, je pense, de pétas. Parce qu'on réplique 3 fois et on a du stock.
Moi, j'ai une question par rapport au. Alors, d'abord, merci pour la présentation, c'était sympa. Moi, j'ai une question par rapport au remplacement de disques. Si j'ai bien compris, en fait, vous détectez les disques potentiellement qui vont failer à cause de Smart CTL. Ouais, et aussi Demesg. On regarde les logs et Smart. Et vous avez réussi à trouver une méthode fiable? Franchement, ouais. On a avant un problème qu'on a. Alors, fiable à 99%, parce qu'on a encore eu le souci la semaine dernière. Un cas qui est vraiment embêtant, c'est le Smart CTL, il est bien. Et puis en fait, t'as un disque qui bloque tout, quoi. Ça nous est arrivé il y a encore pas très longtemps. Donc on est alerté parce qu'on voit qu'il y a des requêtes bloquées, mais ça arrive. Mais on a eu un cas encore plus compliqué il y a peut-être 6 mois. En fait, on voyait nos graphes et il y avait une baisse de perf, il y avait une baisse de quantité d'IO, mais qui n'était pas complète. On avait peut-être perdu genre 20% d'IO, quoi, faite par les utilisateurs. Et en fait, c'était un disque qui était défectueux. Alors, je pense, en fait, on a évacué le disque et tout est reparti nickel, quoi. Donc c'est vraiment difficile. Après, par exemple, on a travaillé avec une entreprise qui nous a proposé de faire de l'IA sur nos Smart CTL pour détecter les disques défectueux. Et en fait, nos super grep Smart CTL fonctionnaient aussi bien que leur IA. Donc, la question que je me posais, c'est peut-être aussi dans l'autre sens, en fait, c'est que à chaque fois que j'ai vu faire des tentatives d'automatisation de détection de disques foirés, on arrivait à avoir quelque chose d'à peu près fiable quand en fait on les enlevait beaucoup trop tôt, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont bien vivants, les disques qu'on enlève. Et ils peuvent vivre encore 2-3 ans, ou 2-3 semaines suivantes. Ça, ouais, je suis d'accord. C'est évident qu'on sort les disques trop tôt. Parce que quand on sort les disques, il n'y a pas d'impact. Après, il y a deux choses. Il y a la performance. Perdre en performance, c'est pas génial. Mais il y a pire. Par contre, c'est clair que nous, au quotidien, on ne prendra jamais de risque sur l'intégrité des données. Et donc, même perdre un disque de manière violente, mais il y a quand même un risque qu'on ait peut-être une interruption de service si on a un autre disque qui est remplacé ailleurs. Donc, nous, entre perdre de l'argent parce qu'on remplace trop tôt, bah, je prends la sécurité, quoi. J'hésite pas, je sors le disque sans hésitation, quoi. C'est sur le CE d'OVH. Alors bonjour, tout d'abord merci pour cette présentation. Où es-tu? Je te vois. Alors j'aimerais savoir comment vous gérez les mises à jour de Ceph sur les 250 clusters. Ouais. Alors l'un des intérêts en fait d'utiliser, je vais revenir au début. L'intérêt pour nous d'utiliser tes conteneurs, c'est qu'on va être capable d'avoir plusieurs versions de Ceph sur un seul serveur. Par exemple, à un moment, c'est toujours le cas, on peut déployer des clusters Ceph avec différentes versions. Donc, on ne va pas gérer nos versions de Ceph dans l'intégralité. On ne va pas mettre à jour tous nos clusters d'un coup. Notre process, je vais prendre un peu de recul. D'abord, on prend une nouvelle version de Ceph, on tape une commande, ça va chercher dans les dépôts, ça build les conteneurs LXC. On teste d'abord les nouvelles versions de Ceph. Donc là, version majeure, on applique tous nos tests. Il y a 50 tests qui passent plus. Ensuite, concrètement, pour mettre à jour un cluster existant, on va faire conteneur par conteneur, process. On va faire OSD par OSD. Et alors, je ne sais plus si on commence par les modes ou les OSD. On met à jour un OSD. Il retourne dans le cluster. Le cluster passe en else OK. On fait le suivant. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on a quelques clusters qui ont plus de 1000 disques. Et ceux-là prennent du temps. Par exemple, on aime bien mettre une pause de, par exemple, 5 minutes entre chaque mise à jour. Donc ça, c'est des opérations qui peuvent durer genre 3 semaines. Mais ça tourne et on attend. Ça répond à ta question? Oui, ça répond en partie. Pas trop, non. En fait, je me demandais aussi, est-ce que vous utilisez les agents Ceph par exemple sur des Linux Qu'est-ce que tu veux dire par agent Ceph? En fait, c'est un module qu'on installe sur, par exemple, un Linux. En fait, ça permet de faire du montage sur un point Ceph. Et je sais que nous, là où j'étais avant, on avait un souci, c'est qu'on avait mis à jour Ceph les serveurs et en fait, les agents Ceph voulaient plus du tout se connecter dessus parce que c'était plus la même version. Ouais, en fait, ça, c'est quand tu passes par. En fait, le même souci, si tu passes par les librairies ou par le kernel, tu as ce qu'on appelle les tunables. C'est un protocole de communication entre le client et le serveur Ceph. Et si tu mets ton serveur en quelque chose comme tunable optimal, en fait, quand tu vas mettre à jour ton cluster Ceph, il va mettre à jour tes tunables. Et si ton client n'a pas les tunables compatibles, ou si ta version de kernel est trop ancienne, il ne va pas savoir communiquer. Et tu vas perdre tous tes accès. Ça nous est arrivé une fois sur un cluster VPS où il y avait quelques dizaines de clients. On a perdu toute l'infra d'un coup. Et en plus, je faisais l'opération et Octave pensait que c'était ma faute. Ouais. Pareil. Voilà, on est deux, tu vois. D'autres questions? Non. Bon.
Mais merci beaucoup. Ah, si. Attendez. Désolé, je me réveille un peu à la bourre. Ah, tu t'es Merci endormi. pour la présentation. Je suis pas sûr de prendre ta question du coup. C'était au niveau de la taille de chaque cluster sur les 250 clusters. Ouais. J'imagine qu'il y a des clusters privés où là c'est le client qui décide la taille de son cluster, mais par exemple pour le public cloud, comment vous décidez qu'il faut créer un nouveau cluster ou comment Alors déjà, juste ajouter des nœuds dans un... ouais, auparavant, tout départ, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un cluster par région. Quand ça manquait de taille, on en commandait des serveurs, on les rajoutait. Donc là, en fait, il y avait un souci, c'était un peu la double peine. Quand les clusters grossissaient, il y avait des baisses de performance. Puis ensuite, dans Ceph, il y a quelque chose qu'on appelle, c'est les PG. C'est ce qui va contenir les données. Ce nombre de PG, on peut être amené à l'augmenter. Donc ça arrive parfois, on vous a dit, tiens, vous avez pris 3 jours de perf pas ouf. Bah là, c'est reparti pour 3 jours, parce qu'on va augmenter les PG. Donc quand les clients leur disent pendant une semaine, le stockage va être de mauvaise qualité, c'est pas possible. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'un cluster atteint 50% d'utilisation, on en déploie un nouveau. On va toujours faire des clusters de 12 serveurs. Ça va représenter 141 disques de données et 3 disques de monitor. C'est très rare qu'on ait besoin d'augmenter un cluster existant, puisqu'on finalement, sur nos clusters existants, entre les clients qui suppriment leurs disques et ceux qui continuent à écrire, l'utilisation va se stabiliser autour des 55%. Ça monte un petit peu, puis après, ça finit par stagner. Donc maintenant, on a 80% de clusters qui ont 144 disques dans l'infra. Vous faites du tuning sur les disques, notamment sur les features de retry en lecture. C'est-à-dire qu'il y a des disques qui vont, avant de te retourner un timeout, qui vont réessayer de relire, et ça peut te prendre 1 minute avant que le disque te dise « j'arrive pas à lire ce bloc ». Vous tunez ces trucs-là? Alors ça, je connaissais pas. Après, on a un problème un peu similaire. Quand il y a quelque chose dans Ceph, c'est à chaque disque, on peut associer un nombre de requêtes en cours maximum. Et en fait, on voit quand un cluster ralentit, souvent en fait, on a un disque qui prend 100 requêtes et il n'arrive jamais à les régler. Donc peut-être que ça rentre du coup dans ce cas que tu viens d'écrire. Donc je ne connaissais pas, mais par contre, le ressenti, oui, je connais. Mais du coup, ça m'intéresse. Je te donne un compte SmartCTL. Nickel, merci. Ouais, juste une petite remarque. Perso, je suis d'avis, quand il y a un disque qui est défectueux, il ne faut surtout pas attendre avant de le jeter. Personnellement, j'ai déjà eu des problèmes avec des hyperviseurs où, en fait, il y a un jour, il n'y a plus aucune VM qui se lance dessus, j'ai que des messages d'erreur chelous. Et en fait, quelques temps après, il y a un disque qui s'est mis à clignoter en orange, et en fait, il était juste pété, et quand j'ai retiré, il y a tout qui s'est redémarré comme par magie. Donc, perso, quand il y a un disque qui est pété, moi, je retire, je le jette, et voilà. Ouais, nous aussi, en fait. Enfin, on préfère avoir un petit rebalance d'une demi-heure que de doute, quoi. C'est juste une petite question, ça rejoint un peu ce que demandait Bart tout à l'heure. Pardon. Pour la détection d'erreurs, il arrive parfois que les bus SAS aient des I/O coincés dans le bus, et que de fait, tous les compteurs d'erreurs des disques grimpent. Est-ce que vous changez tous les disques en automatique? On a rarement des soucis. En nous, on appelle ça des expanders, je sais pas si c'est le vrai nom. Mais quand on a des soucis sur les expanders, en fait, c'est tout le host qui crache et on le remplace. On remplace l'expander dans ces cas-là. Quand on a un souci qui est vraiment généralisé sur plusieurs disques, on va plutôt mettre en cause l'expander que les disques en eux-mêmes. Ok. Est-ce que vous faites vous-même la qualification du matériel, genre comme Backblaze qui fournit plein de stats, il teste plein de trucs et tout? Vous le faites ou vous faites juste confiance à l'équipe data center pour mettre du bon matos ou... Non, on teste tout. On a un projet qui est bientôt open sourcé, il me semble qu'il s'appelle FIO Web, où on teste régulièrement. En fait, on a un jeu de tests, un ensemble de tests FIO qu'on exécute, et à chaque nouveau matériel, on va exécuter le même test. Donc ça fait des années qu'on a les mêmes benches, et on compare différents CPU, différents NVMe, différents disques plateaux, différentes quantités de RAM, bref, ainsi de suite, pour être capable en fait de choisir les meilleures perfs. Après, au niveau des fiabilités, on se pose moins de questions. Par exemple, au niveau des disques, c'est vrai qu'on n'en est pas encore à se demander quelle est la meilleure marque pour nous. C'est rigolo parce qu'il y a une conf qui est un peu dans cette idée. Moi, je vous explique, le mieux, c'est d'avoir des confs ultra uniformes. Eux, en fait, c'est l'opposé. C'est mettez tout différent. Comme ça, il y aura tout le temps tout qui cassera un petit peu, mais vous n'aurez jamais de gros incidents. Alors, l'idée n'est pas bête en soi. Je préfère plein de petits incidents que des gros. Donc, par exemple, je sais qu'ils ont plein de types de disques différents.
Nous, on a un seul type de plateau et c'est vrai qu'on ne challenge pas forcément là-dessus, sur la fiabilité. Et par rapport à une question précédente, est-ce que des fois, les disques que vous retirez, vous continuez à faire des I/O dessus dans un lab ou autre pour voir si l'indicateur SmartCTL était vraiment fiable ou si, en gros, une fois que vous retirez le disque, vous essayez de vraiment le tuer et de le pousser à bout ou pas? Non, mais par contre, quand on a des cas bizarres, par exemple, on dit tiens, ce disque, on comprend pas ce qui se passe. Là, effectivement, on va demander à la personne data center de le mettre de côté et on donne ça à un collègue côté hardware qui lui fait des tests derrière, que ce soit NVMe ou hard drive, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce que là, l'inquiétude, c'est plutôt quelque chose de matériel sur une série et on voudrait pas que ça se reproduise, quoi. Une dernière question. Au niveau constructeur, est-ce que vous avez des accès particuliers pour justement avoir des firmware peut-être corrigés plus rapidement Est-ce que vous avez même, truc de dingue, accès au code du firmware ou ce genre de choses? Parce que quand on a votre taille, on peut imaginer que vous avez des canaux que nous n'avons pas. Alors, on n'a pas accès au code, mais par contre, on peut avoir des firmware plus vite, oui, et on peut aussi avoir du matériel spécifique. Pardon, on a déjà eu des SSD que pour nous, c'est déjà arrivé. Mais c'est assez rare. C'est une question peut-être un petit peu innocente, mais dans tout ce que tu présentes, en fait, notamment les problématiques de firmware, de stockage et d'exposition de données, à la base, ça répond quand même au même genre de problématiques que tu aurais avec une BSAN. Donc, comment est-ce qu'en interne, vous faites le choix à un moment de vous dire, bon, pour ce cas-là, du Ceph serait peut-être plus indiqué que du SAN? Par exemple, tu parlais des équipes aux US qui ont aussi du NetApp et d'autres baies. À quel moment vous poussez plutôt du Ceph que du NetApp ou autre, par exemple? Alors, moi, j'ai jamais utilisé de SAN, jamais fait de stockage avant d'être à OVH, donc je connais pas trop cet univers. Mais il me semble que, par exemple, tout ce qui est mise à jour, faire grossir un SAN, il me semble que c'est pas simple. Non? Non, c'est pas simple. On va dire que ça résout pas mal de problèmes que vous adressez dans Ceph avec des trucs manuels, c'est pour ça. Bah, déjà, Ceph, c'est open source, donc on participe, mais je pense que ça nous coûterait beaucoup moins cher que si on avait 60 pétards en vendeur SAN. La question était un petit peu coquine, je me doutais que la première réponse, ce serait la thune. Ah oui. Et le côté ouvert. C'est pour proposer le meilleur rapport qualité-prix à nos chers clients. Eh bien joué. Merci. Non, oui, effectivement, c'est sûr que ça joue, quoi. Par contre, c'est plus le cas, mais pendant longtemps, on a eu un core dev dans l'équipe. On est aussi membre de la fondation Ceph. Donc pour nous, cet aspect communautaire compte vraiment beaucoup, quoi. Tout de suite, on a eu accès direct aux développeurs. Par exemple, c'est rien à voir, mais toute la CI/CD des développeurs Ceph tourne à OVH. Enfin, on a une vraie communauté avec eux et cet aspect open source, du coup, bah, là, je pense effectivement, ça nous aide bien, ce qu'on n'a pas pu trouver ailleurs, quoi. Puis ça a dû être poussé aussi avec votre adhérence par rapport à OpenStack, j'imagine. Pas forcément, parce que, alors, effectivement, Ceph, on va dire, c'est quand même le block storage par défaut quand on fait l'OpenStack. Après, les solutions propriétaires s'en sortent aussi très bien. Techniquement, il n'y a rien qui nous aurait empêché de faire autre chose, je pense. Mais, et d'ailleurs, peut-être que demain on fera autre chose, on n'est pas du tout fermé, hein. Peut-être la Ceph, ça répond à notre besoin. Il y a des besoins sur lesquels aujourd'hui on ne sait pas répondre. Peut-être qu'on passera par les solutions propriétaires pour ça, hein. C'est pas interdit, hein. Enfin, après, ce que vous avez fait, c'est déjà vachement cool, hein. Ah non, je suis d'accord. Mais on peut faire mieux encore. Tes clusters Ceph, c'est du rotatif uniquement ou vous avez aussi des clusters SSD? On a les deux, soit on est en disque plateau avec un cache, soit on est en full NVMe. Mais les uniquement NVMe, c'est tout nouveau. Pour l'instant, c'est sur on va dire des régions privées où on teste nous, ou avec les collègues du compute. Mais oui, on a des clusters full NVMe qui arrivent. Bientôt, parce que je sais pas si ce sera annoncé ou pas. Mais... Vous avez déjà des retours en termes de perf, de fiabilité, de je ne sais quoi par rapport au rotatif ou... En perf, forcément, c'est mieux. Alors, on sait jamais, hein. On a déjà eu des cas où ça marchait moins bien. Au niveau du coût, finalement, ça va. On pensait que ce serait beaucoup plus cher que ça. On arrive à avoir quelque chose de quasiment similaire en termes de coût. En fiabilité, on n'a pas assez de recul. Après, on utilise déjà les NVMe, ça marche très bien, quoi. À voir. Mais merci beaucoup, Étienne. Merci à vous.